Cette semaine, entretien avec un guerrier, on a reçu Chian, Steve Dorion. Chian, qui est originaire de la ville de Québec, qui a un long parcours en Yosekan et maintenant Yoseshin karaté, et qui est également deuxième dan en Iaido. Il a une vie, ma foi, pleine de rebondissements. C'est un épisode vraiment riche en anecdotes. Sérieusement, écoutez ça. Et sinon, ben, on a le Patreon qui est toujours actif, Jay. Allez nous encourager, s'il vous plaît, c'est pour créer du meilleur contenu. On a différents niveaux, hein, vous les commencez à les connaître. À 3$, vous avez les audios en avance, 5$ les visuels aussi, et à 10$ pour les dojos qui veulent venir co-animer des épisodes avec des gens que vous connaissez ou des gens aléatoires. N'hésitez pas à venir nous supporter pour créer du meilleur contenu toujours. Et aussi, on commence à release des épisodes en anglais avec Interview with a Warrior, qui est la branche anglophone. On a fait des nouvelles pages aussi, donc n'hésitez pas à aller les liker et les partager, s'il vous plaît. On a besoin de support. On part la page, ça fait même pas 2 semaines, 3 semaines, donc n'hésitez pas à les partager, s'il vous plaît. Exact. Bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit Monsieur Steve Dorion, qui a, ma foi, un CV d'arts martiaux fort impressionnant. Puis, on avait vraiment hâte de discuter avec vous. On s'en venait là, en ayant lu votre bio, puis en connaissant un peu votre nom et votre réputation. On s'en venait parler de Yosekan, mais il y a beaucoup plus que ça en lisant votre bio. Donc, on va pouvoir faire le tour du jardin. Si vous voulez peut-être récapituler pour nous un peu votre parcours, d'où ça a commencé les arts martiaux pour vous, à quel moment c'est arrivé dans votre vie? Les arts martiaux, c'est arrivé, c'était une activité parascolaire à mon école secondaire. Donc, en secondaire 1, puis c'était en plein dans la période, en 1985, en plein dans la période Karate Kid, l'activité de karaté. Je me suis inscrit. C'était vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Puis mon professeur, il a vu, je sais pas s'il a vu en moi là, du potentiel, mais il m'a dit, écoute, quand va arriver l'été, si tu veux pas arrêter, tu devrais aller à l'école, le dojo central qu'on appelait, Marc Asselin, puis poursuis, tu sais, pendant l'été là pour pas, parce que tu as l'air à vraiment triper. Puis je suis allé évidemment à l'école privée, le dojo privé, puis je suis jamais parti de là, dans le fond. Puis est-ce qu'avant 12 ans, vous aviez pratiqué d'autres sports? Oui, j'ai fait d'autres sports. Là. J'ai fait du ski alpin, puis du hockey, puis de la natation. Puis aucun accrochet compétitif? Vous vouliez pas pousser plus dans... Ma job d'été, ça a été d'être sauveteur de piscine quand j'ai eu 16 ans, tout ça. Mais effectivement, à un moment donné, puis j'ai été dans l'équipe de volleyball à l'école. Oui, à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Là. Je faisais beaucoup de choses en même temps. Comme tout le monde, mais c'est ça. Mais ouais, juste pour nous situer un peu, vous êtes né où? Vous avez grandi où? Été où, cette école-là? Donc, je suis né à Montréal, mais mes parents, on a déménagé très tôt. Mon père était contrôleur aérien, donc j'avais pas encore 1 an que je suis déménagé à cette île, pas longtemps. Puis ensuite Québec. Donc c'est vraiment Québec là depuis que je suis tout petit, très très bas âge. Fait que je me souviens pas vraiment d'autre chose. Donc Québec. Puis c'est là que votre dojo est situé aujourd'hui, là. Est-ce que vous êtes encore proche ou est-ce que vous avez repris le dojo de votre professeur? Effectivement, oui. Quand Marc Asselin a vendu sa bâtisse, son école, vers les dernières années, là, avant qu'il prenne sa retraite, c'est moi qui opérais, là, dans le fond, son école, jusqu'à ce qu'il vende la bâtisse. Puis par la suite, il y a quelqu'un dans Yosekan qui était sur la sortie avec son école au loisir, qui était tout près de ma résidence, ma résidence à moi. Donc, j'ai repris son école à lui, que j'ai gardé depuis ce temps-là, là, qu'on appelle le dojo de Le Bourgneuf, là, mais... Oui, qui est dans le gymnase, là, puis on voit ça, là, 200 élèves à peu près, là, je sais pas, là, mais les photos, c'est impressionnant, là, vraiment, là. Il y a beaucoup de gens, là.
Pas 200, mais oui. Il est rempli le dos, effectivement. il est rempli le Vous dos. avez une grosse école, ouais, ok. Puis, ben, on a déjà reçu au podcast un invité qui nous a un peu raconté l'histoire du Yosekan, mais lui, c'était plus la branche Aikido. Peut-être pour les auditeurs, si vous pouvez resituer un peu le karaté Yosekan, c'est quoi, ça vient d'où, c'est quoi la racine? Bon, évidemment, là, il y a le Yosekan Budo International qui est relié sûrement à la branche Mhm. Aikido. Nous, dans le fond, c'est le fondateur, c'est Giancarlo Lucchesi Borelli. C'était un Italien qui était à la base, lui, il a fait du Chitoryu, puis il a fait d'autres styles. Et il y a un moment donné, une fois qu'il était ceinture noire, plusieurs dames, il a décidé de fonder le Yosekan. Donc, c'est lui qui est vraiment le fondateur. Marc Asselin était un de ses Ok. élèves, évidemment, son bras droit. Puis lorsque M. Sensi Borelli a pris sa retraite, parce que lui, c'était il habite là, dans le bout de Belleuil. Puis lui, il faisait le commerce des fleurs et tout ça. Fait que quand il a pris sa retraite, ben, c'est vraiment Marc Asselin qui a repris ça. Au plus fort là, de la fédération Yosekan, il y avait 77 écoles à travers la OK, province. donc là, C'était vraiment, donc on parle de M. Borelli qui a fondé Yosekan, on parle de la branche au Québec, là. Donc le 77 écoles, c'est Et juste... on parle de, Wow. de quelle année, ça, la fondation? écoutez, on a fêté les 40 ans de fondation. Ça veut dire que ça devait être ouais, fin 70. Là. Je suis embêté. En 2014, on a fêté les 40 ans, ce qui veut dire que c'est ça, c'était C'est 60. implanté depuis Wow. longtemps, donc au Québec quand même, là. Ça a des racines profondes. Oui, oui. Absolument. OK. Là, Ouais, je- là, allez-y. Ouais, je vous ai parlé quand même du karaté, tu sais, du karaté-do au Québec, mais il faut savoir que le nom Sekan vient de la famille Mochizuki. Oui, c'est ça. Donc, Ça, on a entendu parler, il oui. en avait entendu parler. Donc, Marc Asselin a déjà été au Japon, rencontré le père, Minoru Mochizuki, décédé aujourd'hui. Puis maintenant, c'est vraiment son fils, là, Hiro Mochizuki, qui lui gère là, le Yosekan Budo International. On a été affiliés à cette branche pendant plusieurs années. Puis finalement, on a décidé de demeurer là, le Yosekan Karaté-Do, là, de se dissocier de cette branche internationale. OK, donc la branche québécoise, à un moment donné, a De la comme... politique. Des choses qui arrivent. Oui, oui, OK, absolument. parfait. Ben oui. Absolument, mais c'est ce qui fait, là, pour vous autres, là, c'est ce qui fait que notre habit, notre kimono, si on remonte il y a plusieurs années, les ceintures noires avaient des kimonos qu'on appelait le kimono gold, un kimono or, donc beige, là, comme. Les ceintures de couleur avaient les pantalons noirs avec le haut blanc. Puis lorsqu'il y a eu l'affiliation avec le Yosekan Budo International, ben là, on a eu le haut bleu avec les pantalons blancs et la ligne bleue sur le côté. Ça, c'était vraiment le kimono de la famille Mochizuki, là, de cette lignée-là. Puis quand on a décidé à ce moment-là de redevenir le Yosekan Karaté-Do, ben, on a fait encore un bout avec le bleu et blanc. Puis à un moment donné, on a retrouvé puis on a agencé nos couleurs correctement là, pour ça. OK. J'ai publié qu'en 2016, vous avez switché à un nouveau style que j'avais pas entendu, ça. C'est... Je vous laisse y aller. OK. Fait que oui, effectivement, à la tête de Yosekan, quand Marc Asselin a pris sa retraite, la plus haute gradée, c'était Louise Chevalier. Louise Chevalier, elle a eu, ça a été la conjointe pendant 17 ans là, de Marc Asselin. Elle est très bien connue, évidemment, parce que c'était mes parents de fin de semaine. Là. La fin de semaine, évidemment, chez nous, on allait en tournoi, on allait faire des démonstrations, on allait faire, évidemment, les compés, il y a plein d'affaires, là, les séminaires. Ils venaient me chercher chez nous parce que j'habitais pas très loin. Puis après ça... donc, fait que c'est ça. Fait que je les ai très bien connus. Puis à un moment donné, c'est ça.
politiquement, il y a eu un différend. Puis en 2016, mon professeur, dans le fond, et moi-même, on a décidé de partir là, le nouveau style qui s'appelle Yosei-shin, quelque chose qui est très, très... un nom qui est similaire. Nos racines, en tout cas, moi, je suis loin de renier mes racines, mais c'est ça. Avec... ça ressemble beaucoup, mais on a, c'est ça, été chercher différents éléments, des styles originaux parce que Yosekan était un style intégrateur, donc Chitoryu, Shotokan, il y avait quelques katas il y avait un kata de Shitoryu tout court, pas Chito, S avec plissé. La même chose. Donc, voilà. Puis là, nous, on est allé rechercher les katas d'origine, puis on a mis ça à notre main. Là, on a parlé beaucoup de votre professeur qui est Marc Asselin. Il y a une histoire assez rocambolesque qui avait fait la manchette autour de ça, là, autour de vous et lui. Pouvez-vous nous raconter ça, cette anecdote-là? Parce que c'est plus qu'une anecdote, là, c'est une grosse histoire. Là. C'est une expérience de vie. Là, ouais, totalement. c'est ça. Ça change. Quand même. Mais je suis content d'échanger ça avec vous autres, mais la relation maître-élève, la vraie relation maître-élève, c'est pas quelque chose qui est quand même très bien compris dans la société ici occidentale. Mais Marc Asselin et moi-même, c'est sûr qu'on a eu un lien. Et puis vous avez tous eu, vous deux, vos professeurs, que vous êtes quand même assez proches. Moi, depuis 12 ans, fait que moi, j'entame ma 36e année de karaté. Ben, j'ai été longtemps, avec ses enseignements. Puis, c'est ça. Quand il a pris sa retraite, lui, il est allé voyager en Asie. Il a fait plusieurs endroits. Puis, finalement, dans les pays qu'il a visités, le Vietnam, puis tout ça, le Cambodge, c'est l'endroit où il s'est senti le mieux là-bas. Donc, il a décidé de s'installer là-bas. Puis, en 2016, c'était un vendredi soir, la veille de mon tournoi que j'organise. Je reçois un téléphone en train de faire chez Costco, en train d'acheter les choses pour le tournoi du lendemain. Puis, Marc Asselin a fait un AVC là-bas. En fait, on a su plus tard que c'était 2 AVC, mais donc, il a fait un AVC. Puis là, ben, il est, fait qu'on prend, on est à distance. Là. Ici à Québec, lui est au Cambodge. On parle pas la langue là-bas. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent français là-bas. En fait que, bon, on a réussi à trouver. Il y avait une voisine qui parlait français, puis on a réussi à patenter ça. Puis ils l'avaient pas encore amené à l'hôpital. Ça faisait comme 3-4 jours parce que c'est pas dans leur mentalité d'amener les gens à l'hôpital là-bas pour les locaux. Et les hôpitaux, c'est une entreprise privée là-bas, c'est pas gouvernemental, ça coûte très cher. Bon, finalement, ils ont fini par l'amener à l'hôpital, puis quand l'hôpital s'est rendu compte qu'il allait plus, en fait, il est arrivé au bout de l'argent pour payer qu'il y avait les hôpitaux là-bas, ben, il fallait le ramener. Ben, il fallait le ramener, mais c'est plutôt que eux autres, quand il n'y a plus d'argent, ben, il arrête le traitement, il te laisse mourir. Oui, c'est ça. Mais non seulement ils te sortent dans la rue, puis ils t'assoient là à côté de la porte. Appelle-toi quelqu'un. OK. Fait que, c'est ça. Donc, pour faire une longue histoire courte, nous, on a fait une quand je dis nous, là, il y a eu beaucoup de gens là, qui ont été impliqués dans ça. Là. On a fait une levée de fonds, puis ben, je me suis porté volontaire pour aller le chercher là-bas. Suite à son AVC, il était paralysé du côté droit. J'ai été suivre une petite formation pour savoir de préposer, là, un crash course là, pour savoir comment j'allais gérer ça, parce qu'évidemment, il fallait que je m'occupe vraiment de lui, personnellement. Puis, c'est ça, on a ramassé des sous, puis ben, je suis allé le chercher. Et, on a été chanceux, là, il n'y a pas d'ambassade au Cambodge, mais il y avait un consul. Donc, le consulat le consul avait fait des démarches, avait trouvé un orphelinat pour qu'il puisse être là en attendant que. Puis, c'est ça. Après ça, ben, je suis allé le chercher.
Il était tellement, quel moment d'émotion émouvant, tu sais, de me retrouver quand il m'a vu, tu sais. Moi, Marc Asselin, puis tu sais, vous autres, là, je suis à peu près certain que votre Kiyoshi, vous l'avez jamais vu pleurer, là. Mais tu sais, moi, de voir mon professeur de karaté qui m'a toujours paterné, tu sais, être content de me voir puis pleurer puis être très, très émotif, ben, c'est ça, ça m'a touché vraiment, c'était vraiment spécial. Puis, ben, après ça, c'est ça, je l'ai ramené au Québec. J'ai prié pour que dans le vol tout se passe bien pendant le vol de 14 heures quand même. 14 heures d'avion, puis jusqu'à Toronto. Puis après ça, ben, ça s'est bien passé. Marc Asselin était quelqu'un qui se tenait en forme là-bas, même s'il était là-bas. Puis, quand il est arrivé ici, il a fait la physio, il est allé en centre de réadaptation, puis c'est ça, c'était mentalement, là, il était trop affecté. Ils ont dit que physiquement, il aurait eu les capacités là, de revenir presque à la normale avec quelques séquelles peut-être minimes, mais finalement, il y avait de la difficulté avec son cerveau. Il se souvenait pas tant, il se souvenait pas des étapes. C'était compliqué pour lui de se souvenir des étapes, mais si on lui disait tout quoi faire, il était capable. Moi, je l'ai vu marcher à nouveau, tu sais, en physio puis tout ça, mais finalement, c'est ça. Ils ont dû arrêter la réadaptation, puis il était dans un CHSLD depuis ce temps-là. J'allais le voir évidemment fréquemment. Puis, juste avant Noël, il est décédé là, de la COVID. Mes sympathies. Sympathie, sérieusement. Merci. Et vous pensez que c'est quoi l'héritage de M. Asselin pour les arts martiaux au Québec? Parce que c'est colossal, clairement. C'est quoi son plus gros héritage? Mis à part Montréal, parce qu'on n'était pas tant à Montréal, là, pour tout le reste, là, beaucoup l'Estrie, il y a eu beaucoup en Estrie, puis à Trois-Rivières, puis je me souviens là, du dojo de Magog, puis de tout ça. Puis, écoutez, je pense qu'il a développé beaucoup, il a popularisé le karaté, je pense. Parce que pensez à ça, 77 écoles là, réparties, le Saguenay, il y en avait au Saguenay. C'est fou, ouais. Jusqu'à Montmagny, puis c'était partout. La Beauce, Saint-Pamphile, tu sais, il y a des endroits que je me rappelle, là, c'est des noms que je me rappelle d'écoles où je suis allé, tu sais. Fait que je pense qu'il a popularisé, il a aidé à populariser le mouvement. Par la suite, c'était pas vraiment un homme d'affaires, Marc Asselin. Là, par la suite, à Québec, là, dans la ville de Québec, les Studios Unis, c'est eux qui sont maintenant, là, qui ont le plus d'écoles puis qui sont très bien installés. Mais vous avez des dojos, excuse Manu, qui sont pas ouverts à l'année aussi, qui sont des fois juste dans les écoles puis qui ferment l'été. Il me semble, Mélissa a parlé de ça. Oui, Mélissa Oui, Bayard. on l'a reçu. On l'a reçu. Elle nous a parlé de ses débuts en Yosekan. Ah, tout à fait, ben oui. Ça a été effectivement, elle a commencé avec son père et son frère, Jimmy. Toute la famille ont commencé le karaté, oui, effectivement, chez nous. Oui. Donc, à part Marc Asselin à Québec, il n'y en avait pas qui avaient des écoles privées. La plupart des gens, comme moi, tu sais, j'ai un métier. Le karaté, c'était un loisir, tu sais, donc on gagnait pas notre vie avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de dojos de karaté Yosekan à l'époque. Et maintenant, pour moi, Yoseshin, c'est des professionnels hein, qui donnent des cours. Donc, ces gens-là, ils ont le jour puis ils donnent les cours le soir. Donc, souvent, effectivement, c'est donné au loisir de la ville, dans un gymnase ou dans un endroit là, ouais, comme ça. Puis, nous, on a toujours roulé l'école des loisirs comme si c'était un dojo privé, ou presque. Donc, tu sais, les gens ils ont eu accès à toutes sortes de maîtres qu'on a fait venir, ils ont eu toutes sortes de séminaires, toutes sortes de trucs, le tournoi, le camp d'été, tu sais, ils ont eu la même chose que s'ils étaient inscrits dans une école privée, tu sais, dans le fond. Je pense qu'ils savaient pas vraiment. Non. Puis votre tournoi, on en a parlé brièvement, là. En gros, à l'apogée, la grosseur, comment ça a commencé, tout ça? Écoutez, Marc Asselin et Borelli, là, je pense, là, dans les années, là, c'était vraiment gros. Oui. Le championnat de l'Est du Canada, c'était gros, avec les États-Unis qui participaient, puis l'Ontario, puis
Moi, je me suis fait compter des histoires là, de tournois qui finissaient à minuit le soir ou plus, des affaires tu sais, qui se peuvent Wow. pas, là, tu sais, qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. J'ai pas tous les chiffres, mais c'est ça. En 2006, je pense à peu près, Marc Asselin m'a cédé l'organisation du tournoi, donc c'est moi qui l'organise depuis ce temps-là. Puis on était avant la COVID, avant que la COVID m'empêche de faire le Ben oui, tournoi. c'était C'était une rendu semaine ou la deux. 30e édition. Ouais. La 35 ans? 30e? 40e? 40e. Wow. Oh, wow. Fait que, dans le fond, ça me fait penser un peu, on était à peu près aussi vieux que le Kenpo Jean Gengel, tu sais, Oui, eux autres aussi, on là, ça fait connaît, oui. longtemps que là, ils ont des vieux tournois. Donc, c'est ça, ça faisait très longtemps. Moi, j'ai connu les Studios Unis avant que le Québec Open soit aussi gros. J'ai connu le début de ça s'appelait le championnat nord-américain, je pense, ou un. Tu sais, c'était avant que ça s'appelle le Québec Open et que ça Mhm. soit gros, ben, c'était un tournoi comme on connaît. Ah ouais, Là, c'est rendu fait énorme que maintenant. Québec, ouais, non, c'est Au ça. Canada, je pense que c'est le plus gros à chaque année, là. À part les championnats du monde, Ah quand ouais. ils sont aussi. Sinon, dans votre parcours, dans votre bio, on a vu que vous étiez deuxième dan en Iaido. C'est arrivé quand ça? Puis ça nous intéresse. Les deux, on tripe katana. Donc, vous, c'est arrivé comment, le Iaido? Ben, le Iaido, c'est évidemment, ça descend directement de la famille Mochizuki. Donc, c'est eux qui ont enseigné le Iaido au gradé de Yosekan. Marc Esselin n'a pas tant trippé, puis Louis Chevalier non plus, en ce sens qu'ils en ont fait, mais c'était pas leur truc. Moi, mon professeur, ça a été Jacques, oui, le nom, son nom de famille m'échappe. Jacques, oui, ce sera pas Vous pouvez long. prendre le temps de chercher, on fera Kiyoshi du montage. Jacques, que je l'appelais. Mais c'est Kiyoshi Jacques Fournier, merci beaucoup. Gêné. Donc, Kiyoshi Jacques, c'est lui qui a trippé vraiment sur le Iaido, puis il a développé cet art-là avec les sorties de Yai traditionnelles. Moi, j'ai passé, ouais, c'est ça. Ma ceinture noire de Iaido, je l'ai passée en 2000. Après ça, j'ai continué à pratiquer par moi, puis j'ai trippé dans ça. Puis à un moment donné, bon, on peut pas juste faire des sorties, il faut passer des examens. Donc deuxième et presque troisième jusqu'à ce que Jacques prenne sa retraite. Donc il y a toute une autre histoire de pan de vie avec la Dai Nippon Butokukai. Donc c'est mais si On a tout le temps du monde, allez-y. On genre, a que ça du temps. donc, j'ai eu accès à d'autres maîtres de Iaido traditionnels. Donc, c'est du Muzo Jikiden Ishinryu. Donc, autre façon de voir ça, je pense que les techniques que nous, on avait dans le Yosekan Iaido, c'était des techniques qui étaient effectuées par des guerriers qui étaient à l'avant, tu sais, dans un plan de bataille, là, ceux qui étaient à l'avant puis qui étaient debout, tu sais. Puis qui se battaient contre les autres. Fait que les sorties de Iaido étaient toutes des sorties debout, donc faites par les guerriers qui étaient en avant, alors que le style traditionnel que je pratique présentement, ben, il y a beaucoup de techniques qui vont partir à genoux, parce que les samouraïs étaient souvent à genoux en présence de l'empereur ou des autres trucs. Puis beaucoup de techniques qui partent à genoux là, sur le côté, tout ça. Donc, différent, même si une coupe, ça demeure les coupes, puis les gardes, puis tout ça, c'est pareil, mais bon, il y a toujours des différences là, par rapport à chaque style. Quand je suis allé, en 2016, je suis allé au Japon, puis avec cette organisation-là, puis j'ai eu accès, c'est ça, à des cours là, je ne veux pas dire de samouraï, mais plutôt de maître de Iaido là-bas. Non, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, comme pour tous les petits gars qui trippent sur l'épée, là, qu'on a tous joué quand on était jeunes, ben, je pense que c'était vraiment trippant là, à vivre là, comme moment. Puis c'est comment pour un passionné d'arts martiaux comme vous de pouvoir aller au Japon? Est-ce que c'était votre première fois là-bas? C'était ma première fois, effectivement, en 2016. On était supposé y retourner en 2020. Ouais. Il est arrivé un empêchement Ouais. mineur. Un léger
dérangement. Léger. Donc, puis c'était supposé être remis cette année, mais là, fait que là, c'est remis encore en 2022 parce que c'est à tous les 4 ans, normalement, qu'ils font un grand rassemblement pour les membres de cette organisation-là. C'était comment? Écoutez, c'était trippant, c'est à Kyoto. J'ai mis les pieds dans le Budokuten. Donc, ça, c'est le dojo dans lequel, puis ça date là, depuis 1895, je pense, qui a été construit. Je lance des dates, là. Je vais l'écouter après, puis je vais dire qu'est-ce que j'ai dit là. Non, mais je pense que c'est pas mal ça, là, 1895. Puis, dans ce dojo-là, puis ça, c'est l'organisation de la Dai Nippon Budokai, c'est parrainé toujours par un membre de la famille impériale. Fait que, pour faire une longue histoire courte, là, cette organisation-là, elle existe pour promouvoir partout dans le monde. C'était au Japon, mais partout dans le monde, les valeurs traditionnelles japonaises par les arts martiaux. Donc, eux autres, ils se sont dit à un moment donné, hey, il y a eu un méchant tsunami qui a rasé un paquet d'affaires ou un feu. Qu'est-ce qui arrive si toute l'île est engloutie par un tsunami? Est-ce que notre culture, on va perdre notre culture? Puis, ils ont décidé d'exporter des Japonais, puis entre autres, par le biais des arts martiaux. C'est comme ça qu'on a eu des Japonais qui sont arrivés ici au Canada dans les années 60. Et après la guerre, ils ont fait ça. Ils ont fait, OK, là, nous autres, là, on va s'assurer que Notre art soit passé. Oui, c'est ça. Puis la plus grosse, savez-vous, c'est où qui a le plus de Japonais hors Japon? J'aurais dit Californie, comme San Francisco, Hawaï, dans ce coin-là. Non? British Columbia, non? Non? Gracie? Au Brésil? Oui. Le Brésil, c'est l'endroit où il y a le plus de Japonais hors Japon. Fait qu'il y a eu beaucoup de maîtres qui se sont expatriés là. Et ben ça a fait, entre autres, là, avec le judo et tout ça, ben ça a fait le jiu-jitsu et la famille Gracie sont descendants de ça. Ceci dit, Japon, ce dojo-là, oui, donc la famille impériale, à un moment donné, dans les avant que toutes les ceintures, je suis désolé, il faut que je ferme ça, avant que toutes les ceintures soient là, Jigoro Kano, celui qui a fait le judo, lui a instauré un système de ceintures, c'était plus facile pour lui d'enseigner avec les ceintures. À un moment donné, les maîtres, les ceintures noires sont arrivés, puis les dan, puis les titres. Ça a été apporté par la Dai Nippon Budokai, parce qu'à un moment donné, l'empereur a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe là, dans le monde des arts martiaux? Il faudrait qu'on régule ça. Il faudrait que ça soit géré. » Donc, au départ, c'était uniquement que la Lienliké, c'est juste elle qui remettait les titres puis les hauts gradés là, de ceinture noire. Ce qui fait que c'est un grand préambule-là pour dire que le dojo dans lequel je suis allé m'entraîner, le Budokuden à Kyoto, c'est là que Jigoro Kano, puis le maître Ushiba d'Aikido, puis Monsieur Shotokan Gishin Funakoshi, ils se sont tous entraînés sur ce même et ont fait des présentations devant la famille impériale et autres, devant les grands maîtres. C'est tous là qui ont fait leur démonstration puis qui se sont entraînés là. Fait que pour un pratiquant d'arts martiaux, quand tu mets tes pieds dans le dojo, puis que tu salues, puis que tu touches, puis que tu vois une POC, puis on faisait ça, là, on était les Canadiens, on regardait ça, il y avait des colonnes, puis on disait, hey, cette marque-là, là, c'était peut-être une marque de side que Funakoshi a faite, ou un bout de beau, bon, on a trippé, là, on a vraiment trippé. Il régnait là, dans cet endroit-là une espèce d'atmosphère là, énergisante. Là. C'était bien. Un pèlerinage un peu, ouais. Ça a un côté un peu... Ouais. Et est-ce qu'il y avait encore des gens qui s'entraînaient là ou ça restait juste tel quel depuis? Non. Il y avait encore des gens qui s'entraînaient là. Donc l'époque était récente, certaine. Là. C'était pas juste... Non, mais c'est vrai. Ça aurait pu être qu'on laisse ça de même. J'aurais pu visiter comme si j'allais dans un musée. Non, c'est vraiment un endroit qui est
utilisé puis que les gens s'entraînent là. Ils font du Iaido, puis ils font du karaté, de l'aïkido et autre chose, là. Ils ont des tatamis là, dans un coin qu'ils peuvent installer. Sinon, c'est vraiment sur le bois, là. C'est vraiment... Puis, vous avez abordé le sujet rapidement tantôt. Vous disiez que vous aviez un autre métier dans la vie que enseignant de karaté. Ça nous intéresse, ça? Vous faites quoi? Je travaille en informatique. Je suis responsable là, de 11 bâtisses dans une commission scolaire là, qui s'appelle les centres de services scolaires. Donc, Puis dans votre vie de tous les jours, dans votre carrière professionnelle, avez-vous l'impression que d'être un pratiquant d'arts martiaux, ça a eu un impact quelconque? Puis si oui, lequel? Avant de travailler pour la commission scolaire, là, j'ai travaillé pour le Cégep de Limoilou. Puis, il y avait l'administrateur du réseau qui était là. Puis, je travaillais toujours avec lui. Puis, à un moment donné, il m'a dit... c'est dans mes rôles, ça, je raconte ça en entrevue. Il me dit, Steve, il dit, demain, c'est toi qui vas changer le disque dur du serveur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas 150 serveurs, là, il y avait 10 serveurs. Puis, quand on changeait un disque dur d'un serveur, il fallait arrêter toute la patente. Puis, c'était... Fait que là, il y a 200 personnes qui sont en bas d'un bureau puis que personne ne peut travailler parce que, tu sais, toi, tu as arrêté le serveur. Puis, fait que c'est ça. Il m'avait dit, ouais, tu vas changer ça demain, tu sais. J'ai fait, OK, t'as-tu une documentation, un livre? Ben, il y a le livre de la compagnie, là, tu sais, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas... Internet était quand même pas... était là, mais c'était pas encore aussi poussé. Suis les instructions du manuel. Je regardais ça. Puis quand je suis arrivé le lendemain, ben... J'ai fait mes commandes que je t'ai supposées, puis là, il m'a dit, t'es sûr, là, tu vas peser sur ce bouton-là, puis là, il n'y a plus personne qui peut se connecter, puis là, tout le monde va attendre après toi. Ben, je dis, ben oui. Moi, j'empêche les gens de se connecter, puis démonte le serveur, puis fais des battants. Puis il m'a dit plus tard, il dit, Steve, il dit, de tous les gens, tu sais, que j'ai testés, en guillemets, là, il dit, toi, t'as été le plus calme de tout. Il dit, toi, la pression, ça te dérangeait pas pantoute, alors que moi, j'en ai vu, là, du monde shaker à essayer avec le tournevis dévisser à la vis, parce que, puis c'est ça. Je pense que les arts martiaux, la gestion du stress, tu sais, la compétition, tu sais, vous avez sûrement fait des grands champions, tu es sur un stage, puis t'as qui te regarde. Là, j'utilise cette image-là, mais même quand tu compétitionnes dans ta catégorie, tu as quand même un paquet de gens tout autour de toi qui Quand tu fais un examen de haut niveau, là. Ouais, sur un test de ceinture. Quand tu fais une troisième dan, puis que c'est toutes des quatrièmes dan et plus en avant de toi, là. C'est stressant. Même chose. Je pense que cette gestion de stress-là, on a appris beaucoup en faisant ça dans le karaté. Puis ça se transpose dans notre vie professionnelle. Puis ça fait que je suis de toute façon d'un naturel assez calme, là, mais je pense que ça a aidé. Là, ça a aidé à forger mon caractère. Hey, quand je suis allé au Japon, est-ce que vous connaissez Miyamoto Musashi? Oui. Savez-vous Oui. Le samouraï qui a fait une soixantaine de combats. 60 duels. Ouais, on a fait un review de la biographie en graphic novel. J'ai fait le review de la biographie. La biographie, vous voulez dire du Gorin no Sho, il y a le traité des synchros qui a été fait en BD. Puis il y a un livre qui s'appelle Musashi aussi, qui est comme la bio, si on veut, illustré. Puis les deux, j'ai fait un review de ça pour les gens qui nous écoutent pour aller écouter la vidéo. Quand je suis allé au Japon, je suis allé dans la fameuse grotte où il s'est retiré là, à la fin de sa vie. Là. Je suis allé, puis c'était une journée où c'était pluvieuse, fait que ça, c'est plus au sud là, du Japon. Puis c'était une journée qui était pluvieuse, puis il y avait à peu près personne pendant 1 heure de temps. J'ai médité dans ce grotte-là comme si j'étais lui. Écoute, j'ai ça aussi comme un petit enfant, là, j'ai vraiment pris. C'était très, très spirituel comme visite à cet endroit-là. Bien spécial. Puis je vous raconterai un peu plus tard un autre quelque chose. Allez-y, on est dedans. On écoute. Au Japon, ils ont... il y avait... bon, je reste... Je veux pas que vous pensiez que je manque d'humilité, mais on a reçu... On est là pour parler du parcours.
qui ont reçu des grades, ben, pas des grades, mais parce que les grades il y a un examen pour ça, mais qui ont reçu des Mhm. titres quand on est là-bas. Quand je suis allé au Japon, j'ai reçu le titre de Renshi, tu sais, qui provient de la DNBK, fait que la Dai Nippon Butokukai. Fait que ça, c'est comme un titre de samouraï, là. Il y a comme 3 titres de samouraï. Ben, c'est le premier, là, Renshi, Kiyoshi, puis Anshi. C'est vraiment ça. Puis, quand la façon dont ça se passe, fait que tu es dans une salle avec 400 personnes de 24 pays, je sais pas trop, tout le monde est en veston, tout le monde regarde en avant. Puis là, puis moi, j'avais pas. Puis là, ça parle beaucoup, beaucoup japonais et un peu Mhm. anglais. À un moment donné, ils nous appellent, puis il faut qu'on aille en avant, puis qu'on mette un genou par terre. Puis là, sur le côté, il y a 2 gros bouncers japonais avec une plus petite personne avec des gants blancs, puis une espèce, tu sais, quand vous mettez votre katana dans l'enveloppe, là, dans Mhm. pas le Sac de saya, là, mais protection, là. l'enveloppe là, de Ouais, comme tissu. un Là. étui là, pour le transporter. Il y a les gants blancs, puis là, ils se promènent comme ça, tu sais, en avant, puis tu as un bouncer en avant, puis un bouncer en arrière, puis là, ça se promène. Puis là, ben, je te dis, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis là, il arrive en avant, puis là, il explique que, puis là, il sort un bokken, puis ça, c'est le bokken qui a appartenu à Musashi. Ouais, donc. Fait que là, le président de la DNBK, on est là, on se lève, il y a 11 personnes en avant, moi j'ai un genou au sol, puis J'ai là, chaud. écoute, là, je te le dis, moi je transpirais dans mon veston. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est passé chacun notre tour, tu sais, puis pour moi, quand j'ai reçu mon titre de Renchi, il y a une façon très, très protocolaire là, d'annoncer ces Mhm. titres-là. Puis il est arrivé à moi, bon, il a dit mon nom avec le titre, puis il m'a touché avec La bocan à le moustache. bas sur l'épaule. Écoute, c'est capoté. Mais ça, quand je raconte ça, là, je peux pas raconter ça à personne d'autre que des gens, tu sais, qui connaissent les arts C'est sûr que martiaux. ça Là. dit pas rien au commun des mortels. Là. Vraiment, Non. Ben tripant. oui. Écoute, le poil me levait, là, tu sais, j'étais très, très fébrile. C'était une très belle expérience là, que j'ai vécue là-bas là, par rapport à ça. C'est clair. Puis vous avez vécu quoi tout Vraiment. près de plus que 3 décennies d'évolution des arts martiaux au Québec. Comment vous voyez ça, la façon que c'est rendu maintenant établi, la façon que ça se développe? Est-ce que vous Est-ce qu'on pensez vit la que... meilleure ère du karaté? Ouais, est-ce que on est sur la bonne voie, ou selon vous? C'est avant Ouais, COVID, je, là, c'est sûr, Ouais. évidemment. ouais, c'est ça, avant COVID. Je pense que oui. Je pense que c'est juste que il y a différents types d'écoles, différents types de karaté, différents types d'enseignement, tu sais, qui est donné. Mhm. Nous trois, on va se côtoyer, tu sais, dans un volet qui est compétitif puis qui fait évoluer, tu sais, les prouesses physiques à un niveau, tu sais, qu'on connaissait pas avant. Même mental. Rappelez, si on regarde là, de juste là, de 5 ans, là, il n'y a pas personne de Sunfuki ou de tous les styles là, qui viennent du Kenpo, là, puis de professeur Serio, tout ça. Il n'y a pas personne qui faisait de kata japonais là, dans vous autres. Là. Non. Fait que, tu sais, fait que moi, je suis comme content parce que, pour vous autres en tout cas, que tu sais, vous ayez l'occasion, tu sais, parce que la mondialisation du karaté fait que, puis Internet fait qu'on a tous vu des vidéos WKF de tournois, puis là on a tous fait, hey, mais c'est quoi ces katas-là, tu sais, traditionnels japonais qu'on connaît pas. Puis ben ça a fait que on a tous voulu apprendre ça puis compétitionner avec, Mhm. puis fait Mais ça, votre avis là-dessus, Steve, est-ce que c'est une mode à cause du WKF, les Olympiques, et ça va redescendre puis on va revenir à quelque chose de plus traditionnel, le hardstyle, ou le classique est là pour rester? Parce que des fois, ça vient comme ça part, tu sais. Je sais pas, vous êtes là depuis beaucoup plus longtemps que nous deux. Votre avis? ben écoutez, tu sais, nos styles, nos professeurs viennent d'une lignée avec des racines puis tout ça. Puis il faut jamais Mhm. oublier ça, tu sais, parce que c'est dans ça qu'on a grandi.
Puis, ben, le fait qu'il y ait des katas qu'on apprend parce qu'on a vu du WKF puis qu'on a trippé puis tout ça, moi je pense que c'est bon, mais chaque style a, dans le fond, a son expertise dans ce dans quoi il a grandi. T'sais. Je pense que c'est juste un plus. Il y a des gens qui ont fait du Shitoryu toute leur vie ou du Goju-Ryu, puis qu'ils sortiront jamais de ce ligne-là. Ils ont des enseignements très, très traditionnels, puis ils sortiront jamais de ça. Puis, style ils ont tout un volet compétitif et sportif, puis eux, ben, ils vont vouloir apprendre des nouveaux katas pour pouvoir performer, puis être au même niveau que les autres là, qui compétitionnent. Là. On est dans la bonne voie. Ben, moi, je suis pour qu'on continue à perpétuer, dans le fond, ça, là, ces valeurs-là, puis ces katas-là, puis que ça. Est-ce que, tu sais, je veux pas qu'on rentre dans le débat de, ben, ouais, mais lui, il doit-tu le faire parce qu'il est pas de ce style-là ou tout ça? Non, moi, je suis pas vraiment là-dedans. Là. Si vous faites un kata puis vous le faites bien, ben, c'est ça, tu sais, c'est ça la. Où est-ce qu'on est rendu, c'est ça, ouais. Fait que on est rendu là. Fait que c'est un tout autre niveau que si on recule, c'est ça, là, il y a 5 ou 10 ans où c'était vraiment tout le monde était campé dans chacun son style, puis c'était plus une clocher. Là, on se trouve à tout le monde s'unifier avec la même série de kata qu'on peut présenter en tournoi. Ben, je pense que c'est intéressant. Ouais, ben, je pense que de toute façon, en tant que pratiquant, ça serait un peu ridicule de dire vous venez de tel style, vous avez pas le droit de vouloir aller aux Olympiques si vous exécutez bien le kata puis vous tu sais parce que le volet olympique c'est sportif, fait que là il y a pas d'affaire de traditionnel arts martiaux ou machin. Il devrait pas avoir de c'est ça, l'athlète est-ce qu'il est bon, c'est la seule question qui est pertinente aux Olympiques. C'est nono que les gens traditionnels mettons disent ben non, vous pourriez pas. Parce que dans l'optique que tu viens d'un autre style, t'as des racines différentes, c'est beaucoup plus difficile. Faut que tu changes beaucoup de choses. Pour moi, le faire présentement, c'est extrêmement difficile de faire des demi-front stands, des demi-stands quand toi t'es habitué de les faire pousser, puis tout, c'est... Puis là, j'essaye en plus de pratiquer toutes mes divisions en même temps. Fait que là, ma tête veut mourir quand je fais des katas. Mais c'est pas à l'avantage de quelqu'un de switcher, là. Vous êtes des athlètes multidisciplinaires, non? Je trouve ça impressionnant, de voir ça, là, tous les efforts que vous pouvez faire dans vos différents styles pour arriver à ce que ça donne le jour du tournoi. Là. Non, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, puis je respecte ça. Mais moi, en tout cas, s'il y a une chose à date que j'apprécie de faire le podcast, puis je vous le dis à vous parce que j'aime entendre vos propos, parce que plus on parle à des gens d'expérience, puis moins les barrières qui ont mené au fait qu'on avait envie de faire un podcast, j'ai l'impression qu'elles existent. Dans le fond, je pense que c'est beaucoup une affaire de débutants dans un style ou de gens moins connaissants, d'avoir l'impression qu'il faut comme cracher sur les autres styles, puis penser que le note est le meilleur, puis machin. Là. Je pense que les gens d'expérience ont le recul suffisant. Ouais, mais peut-être que c'était une mode, ça, avant, ou c'était une façon, de se protéger vu qu'on connaissait pas les autres, je pense plus que c'est comme ça maintenant, là. Moi, là, j'ai fait, ça fait longtemps que vous me voyez, là, fait que, quand vous étiez petit, j'étais probablement là en train de compétitionner déjà. Fait que moi, j'ai fait 30 ans de compétition active, là. Fait que j'en ai fait des tournois, là, presque 400, là, 300, je sais pas. Bien, parce que ma fille, elle m'a dit, une fois, elle m'a dit, papa, t'en as fait combien de tournois? J'aimerais ça que t'es comptes, tu sais. Puis là, il y a des boîtes de trophées en bas, puis elle a fait une fois, là, l'été, là, quand t'as le temps, là, on avait fait le décompte, mais c'était quelque chose comme 385 tournois, je pense, que j'avais participé. En tout cas, que j'avais noté là, en quelque part, parce que comme moi, j'étais coordonnateur de l'équipe de compétition du style, ben il fallait que j'aille tout ça en note, là. Fait que, non, avec les boîtes de trophées, et les gros et les petits, et les médailles. Mais ouais, non, c'est une partie qui était excitante et qui me manque parfois, là, l'adrénaline et la drive du matin. Ouais, de performer. Est-ce que vous avez voyagé beaucoup à l'international en tournoi? Quand même, j'ai été Autriche, France,
Oui, j'ai fait quelques-uns, quelques pays. Des bons Est-ce que... résultats, un coup de cœur? Ouais, ouais. J'ai fait des podiums, j'ai jamais eu le numéro un, j'aurais aimé ça. Mais j'ai C'est fait pas facile. plusieurs deuxième place et troisième, mais c'est Ben, comme ça. Elle est vraiment pas facile. Moi, j'en ai beaucoup de médailles, j'en ai juste 2 or. Puis j'ai presque une vingtaine de médailles mondiales. Puis des argents, j'en ai plein. Des bronzes, j'en ai. Puis ils font mal parce que t'es pas loin. T'es tout le temps pas loin. Ouais, mais Mais faut pas regarder le nombre de gens qu'il y avait devant toi, mais le nombre de gens qu'il y avait derrière toi. Quand non, tu te c'est places, ça, c'est exact. Puis l'expérience que tu ramasses après ça, C'est puis ça. quand t'enseignes, puis tu vois tes élèves, tu te rends compte de comment ils grandissent, puis là, tu te dis, ben, c'était pareil pour moi aussi, c'est juste que des fois, tu le vois moins, puis en vieillissant, tu t'en rends compte, puis t'es comme, ben, c'est ça, Exact. c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une destination de tournoi qui vous a marqué plus en voyage? Ou un événement, un des tournois qui est arrivé quelque chose là, de majeur qui a fait que, oh, celle-là, on va s'en rappeler. Et, j'étais en France, j'ai fait un tournoi, puis je me suis battu contre un Ivoirien, je pense qu'en finale, et l'Ivoirien a gagné. On avance dans le temps. Puis ça, c'est dans les années 2000, je dirais Est-ce que 2001. c'était le C'est pas- French Open, la compétition? Ok. Non, c'était vraiment la fédération, la WKF, là, pas la WKF qu'on connaît, mais la World Cupido Ok, oui, Federation. oui, Il y oui. avait, puis là, on avance dans le temps. 2017, 2018, je vais en Côte d'Ivoire pour enseigner là-bas parce qu'on a des écoles là-bas. Puis j'ai rencontré le gars qui m'avait battu en 2001, qui faisait plus de karaté, mais là-bas, eux autres, ils voient, ils voyaient le Yosekan et maintenant le Yoseshin et tout ça, très, très. Je veux pas dire qu'ils idolâtraient les gens, mais quasiment. Là, ils en entendent parler, ils voient des photos sur Internet, mais ils nous avaient C'est comme jamais mythique rencontrés. pour eux. Puis, ouais. Puis là, quand on est arrivé là-bas pour enseigner, il y en a plein qui disaient ah oui, on connaît quelqu'un avec qui vous avez compétitionné en 2001. Puis là, et tout le monde était content là, de trouver ce gars-là qui fait plus de karaté maintenant, mais qui Ouais, l'avait c'est battu. ça, qui Donc, vous avait non, battu dans le temps. il était vraiment Quelle fier. Là. anecdote, quelle anecdote. Ah, mais il dit aujourd'hui, ça serait plus comme ça, là, parce que moi, j'en fais Ouais, plus, mais là, mais quand même. non, c'était. Les C'est quoi les chances, chances? les chances que ça arrive sont 17 assez ans minces, plus, ouais, pareil. 17, 18 ans plus tard. Puis aujourd'hui, votre école, mettons, on parlera pas de COVID, on en a assez parlé dans le podcast là, jusqu'à ce jour. Mais mettons pré-COVID, ça va comment le développement de Diocéchine maintenant? Ben, ça va bien. C'est sûr que ben, c'est ça. Il a fallu se réorganiser. Le style qu'on a voulu faire, on s'est donné 5 ans pour le faire, puis on y arrive. Là. Donc, c'était à l'automne passé, c'était le début de la 5e année. À chaque année, on refaisait un programme, donc le programme de Jaune et le programme de Shodan. On les faisait en même temps, puis après ça, Orange, puis Nidan, ainsi de suite, pour faire la refonte complète là, du style pour qu'il soit updaté je ne veux pas dire au goût du jour, mais avec Moderne. Où vous êtes rendu avec votre mise à jour. évolution? Ouais. Puis est-ce qu'avec Avec le gap de temps qu'on a maintenant dans l'horaire, c'est plus facile de travailler là-dessus dans la dernière année? Ben, ça a été plus facile, mais ce que je voulais dire, c'est que là, on vient de le compléter dans le fond du programme. Fait que c'est peut-être la première mouture là, complète du programme sur lequel on va surfer pendant quelques années. Fait que, on est un peu fiers là, que le bébé soit enfin complété, là, que tout soit là, puis que l'on puisse passer à autre chose, là, une autre étape pour pouvoir faire le développement Là. Mais là, au moins, on a quelque chose qu'on peut s'asseoir, puis on a vu, on a rencontré plusieurs maîtres qui nous ont aidés à corriger nos katas qu'on avait. Dans le Shotokan, Anchi Fauché, Alain Fauché. Écoute, là, ce maître-là est extraordinaire. Moi, je l'ai connu par la DNBK, mais
extraordinaire dans la biomécanique puis dans tout des katas Shotokan. Il est vraiment bon. Puis on a Anshi Jean-Noël Blanchette, donc lui, beaucoup plus pour le côté Chitoryu, qui nous a aidé à redresser ça. Puis on a évidemment nos entrées dans le Goju Ryu parce que on a un kata de Goju aussi. Fait que ça a été le fun, cet échange-là avec les maîtres pour faire évoluer notre style, puis qu'on puisse là, revoir là, les katas d'origine, puis tout ça. Ça a été vraiment une belle période là, d'échange. Puis là, maintenant, ben c'est ça. Là, maintenant qu'on a tout notre truc, ben là, on se concentre là, un peu sur l'enseignement et s'assurer que c'est bien diffusé, ces nouveaux programmes-là. Puis par la suite, ben c'est ça. Maintenant que le programme est terminé, vous devez avoir extrêmement hâte de repartir la machine et d'essayer ça. Oui, on partit de la machine. Puis une fois que ça c'est fait, tu sais, pendant ces 5 ans-là, j'ai peut-être fait un peu moins d'IA, j'ai peut-être fait un peu moins d'autres choses que je faisais avant, puis du Kali, puis d'ici, puis du ça, puis je voulais me concentrer là-dessus, puis à un moment donné, tu viens la tête, tu sais, tu te remplis, puis là, ben, tu veux-tu vraiment apprendre d'autres katas, puis d'autres techniques, puis d'autres trucs? Je voulais finir ça, là. Là, je suis content. C'est fait, là, tout est bien, puis là, ben, ça va faire qu'on va être libéré, puis la tête va être libérée pour pouvoir apprendre plein d'autres choses, là. Séminaire là, où on va. Et moi, ma question, c'était, ça a l'air de quoi on va dire le corpus ou le cursus du Osseishin, si on veut le décrire à quelqu'un qui connaît pas, là? Ouais, ben c'est sûr, c'est ça. Là. On a encore notre influence là, Shotokan qui est très là, avec les katas Ian ou Pinan, vous autres, je sais pas comment vous les appelez. Et certains katas avancés. Beaucoup de Chitoryu avec un C, donc qui provient de Chitose, le fondateur de. Donc, beaucoup de katas d'eux autres là, et de Shotokan, c'est vraiment la base. Puis, mais rendu ceinture noire, là, outre les katas de Chitoryu et Shotokan, là, on a Chitoryu avec un S, donc des katas qui viennent de là. Puis, Joryu aussi au travers. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est encore, on a encore plusieurs origines quand même là, de kata, là, qui est pas juste, là, on n'est pas comme un Shotokan pur, là, c'est pas tout ça. Fait qu'on a vraiment des styles. Avec, puis ce qui était intéressant, de travailler tous les bunkai de ces katas-là, puis les techniques là, qu'on peut en tirer. Non, ça a été vraiment trippant là, de retravailler toutes ces katas. Et pour le moment, vous êtes seulement un dojo avec le nouveau style ou vous êtes plusieurs franchises qui ont tourné en même temps? Ouais, non, il y a plusieurs tout le monde franchises là, fait que on est, c'est quand même modeste, là, mais on a même une école dans votre, je dis dans votre coin, là. Belleuil, je sais bien que c'est pas Laval. Ben, c'est plus proche de Jérémy. Là-bas. Ouais. Je sais, mon frère habite Saint-Eustache, là, puis c'est ça qu'il dit, tu sais, parce que lui, il vient de Québec aussi, puis nous, on a l'habitude de dire Montréal. Montréal, ça comprend Longueuil, jusqu'à Laval. Tu sais, c'est tout ça, nous autres, Montréal. Compliqué, ça. Mais on sait très bien que pour vous, les Montréalais, Laval, c'est pas Longueuil, puis c'est pas la ville non plus. Fait que, mais oui, on a un dojo à Belleuil. Puis sinon, les autres dojos sont plutôt dans le coin ici. Puis on en a évidemment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ça, c'est fou, ça. Comment ça a voyagé jusque-là? Ben en fait, les Ivoiriens ont eu des bourses là, dans les années, je sais pas quoi, là, 70-80, ont eu des bourses pour venir étudier à l'Université Laval. Puis Borelli et d'autres, Marc Asselin qui donnaient des cours là. Puis ils fini par passer leur ceinture noire. Puis ben, ils sont retournés chez eux. Puis ils ont enseigné le karaté là-bas. Puis moi, je me rappelle là, quand j'étais plus petit, là, je voyais effectivement des Ivoiriens qui venaient régulièrement. Dans les camps d'été qui venaient, tout ça. Puis, quand il y a eu plusieurs scissions de séparation de groupes, mais à toutes les fois qu'il y avait une séparation de groupe, mais en Côte d'Ivoire, il y avait une séparation aussi, parce que il y en a qui voulaient suivre cette lignée-là ou cette lignée-là. Donc, là-bas, il y a encore trois qui ont tous le même bagage, la même base. Là. Il y a encore le Yosekan qui est présent.
Puis il y a Yosei-Shin qui a plusieurs écoles aussi. Puis il y a Kyoshindo qui en ont partie, là, aussi une école là, qui se trouve à être toutes des dérivés de la Ok. même Et est-ce place, là, qu'avec qui les sont- gens de là-bas, vous travaillez par Non. Internet depuis des années ou ils venaient ici pour apprendre le style Musician? Ben, il y en a qui venaient, il y en a qui sont venus ici, puis ceux qui sont restés avec nous, ben c'est ça, eux, c'était ceux qui voulaient la lignée directe là, de Borelli, Marc Mhm. Asselin et maintenant Chevalier, tu sais, et moi-même. Fait que il y en a une partie qui sont restés avec ça. Il y en a qui avaient Yosekan tatoué sur le cœur. Fait que peu importe le changement de garde en haut, ils ont voulu rester dans ce style-là. Puis ben c'est ça. Nous, on est allés là-bas pour faire passer les examens là, de ceinture noire Mhm. avancée. Puis je sais que il y a aussi des gens de Yosekan qui sont allés faire une visite là-bas là, pour faire un peu La même l'équivalent chose, de ils ce qu'on a fait. continuent de... Ouais. Par contre, les autres, Kyoshindo et tout ça, eux autres, c'est plutôt par Internet. Ok. Je pense que ça se passe. Puis, vous avez, on l'a dit tantôt, là, ça fait comme longtemps que vous êtes là. Vous avez formé plusieurs, sûrement centaines d'élèves. On en a nommé une là, par la bande tantôt, parce que c'est la première qui vous a nommé ici, ouais, qui est Mélissa Baillargeon. Ça vous fait quoi quand vous avez des élèves comme ça qui continuent de progresser? Ben, elle est partie ailleurs, mais quand même, tu sais, vous en avez sûrement eu Non, d'autres mais- aussi qui se sont rendus à de hauts niveaux comme elle, puis que vous savez que vous avez joué un rôle dans leur formation, tu sais. J'ai eu, effectivement, Mélissa, ce qui est le fun avec elle, ben de toute façon, là, moi, j'ai jamais... Marc Asselin ne nous empêchait pas d'aller se former ailleurs. C'est d'ailleurs lui qui m'a amené à Ottawa dans les séminaires de la World Kobudo. Je sais que Sunfuki, à un moment donné, là, j'ai déjà vu là, des patchs de World Kobudo là, sur le kimono de Kyoshi, Kyoshi, tout ça. Fait que moi, il nous amenait toujours là-bas, donc il a toujours eu l'esprit ouvert, puis il m'a transmis ça comme qualité. Donc, on a toujours touché à plein de trucs dans des séminaires, puis on a trouvé ça le fun. Puis j'ai fait la même chose avec mes élèves. Là, je les ai jamais restreints ils pouvaient bien aller où est-ce qu'ils voulaient. Puis, effectivement, je pense que Mélissa, maintenant, on le sait, on la voit performer, mais même tout jeune, elle avait déjà un potentiel et une soif là, d'apprendre là, qui l'a poussée vers les Studios Unis. Puis c'était bien correct, là, je veux dire, je trouvais ça le fun pour elle, qu'elle se développe Vous avez là-dedans. encore une belle relation Puis- aujourd'hui quand vous vous voyez? Oui, écoute, moi, elle me compte toujours ses affaires, là. Mais rien est gratuit, elle travaille fort, Mélissa, puis elle s'entraîne fort, là, elle en met des heures, là. Ah Donc, oui, ça. je suis fier que tout l'entraînement qu'elle fait, ben, que ça paye, puis ses objectifs, sont quand même élevés, fait qu'elle continue de s'entraîner, Mhm. avec, maintenant, je sais qu'elle fait des cours à l'université, puis Ouais. tout ça. Puis donc, après, elle est dans le Shitoryu aussi, avec oui, absolument. une Fait grande que, championne internationale oui, en comme République professeur. dominicaine, ouais, non. Fait que c'est ça. Je suis très fier, évidemment. Je suis très fier d'aimer ça. Et d'autres, Puis- est-ce que vous avez d'autres élèves qui ont ouvert des dojos ou qui ont évolué à la scène des titres mondiaux, des choses comme ça? Des titres mondiaux? J'ai d'autres élèves ouais, qui ont parti des dojos. Sur la scène mondiale, c'est des élèves que je sais pas que si vous connaissez, mais c'est des élèves qui ont participé beaucoup à des tournois WKA. Et alors que vous autres, vous êtes plus WKU. Non, WKC, Donc, nous. Jason Werner. Fait que c'est des gens que vous avez sûrement croisés au Québec Open. Maintenant, ils en font plus, mais ouais, il y a des gens qui ont performé puis qui sont allés en Europe, là, je me rappelle plus, plusieurs fois, dont une fois à Édimbourg. Donc, Édimbourg, c'est Écosse, ouais, Écosse. Scotland. Ouais. Fait que, qui sont allés là-bas. Non, ils en ont fait plusieurs tournois à l'international, puis ont bien performé, sont venus avec les médailles. Non, très fiers, oui, Puis effectivement. vous, en ce moment, étant donné qu'on est encore, au moment où on se parle, on est encore sous un couvre-feu au Québec, est-ce que votre école, vous faites de l'enseignement en ligne ou vous avez préféré pas aller là-dedans? Non, on n'a pas, j'ai pas Ouais. le choix. J'ai 5 cours par semaine par Mhm. Zoom. C'est ça. C'est plus Ouais, difficile. ça, c'est clair. Il y a des gens, il y a des élèves, puis vous devez sûrement le vivre, là, vous autres aussi. Il y a des élèves qui ça les fait pas Mhm. triper. Il y en a, là,
faire le karaté dans leur salon. C'est pas ça. Les autres, ils veulent... Le contact. Ça leur prend l'énergie du dojo. Donc, fait qu'on n'a évidemment pas autant d'élèves, mais on continue, tu sais, avec ceux qui sont là. Puis les autres, ils disent, ben, quand on va avoir le droit, on va revenir, Exact. mais pour le moment, tu sais... Ouais, ça, c'est compréhensible. Même nous, en tant que Ouais. professeurs, tu sais, c'est difficile pour nous de garder le moral. Imaginez les élèves, tu sais, c'est évident là, que... Tu sais, c'est une toute autre façon, là. Je sais pas si vous enseignez par Zoom, Ouais, mais ouais. tu sais, c'est un peu différent. Ça demande de essaye l'adaptation. de- On apprend à faire du multi-angle. Là. Je me tasse, je monte la gauche, je monte la droite, je monte la... Ouais, tu sais, tous les exercices 2 par 2, Mhm. des fois, ils ont un frère, sœur, des Ouais. fois, ils ont un parent qui en font, puis c'est le fun, Exact, tu sais. oui, Mais parce qu'ils peuvent les aider à se placer, puis tout, C'est exact. ça. C'est ouais, sûr que l'enseignement ils du peuvent kata, en ça faire. va. Tu sais, Là. on peut Ça, faire des techniques sur attaque ou de l'autodéfense ou je sais pas trop, tu sais, ça fonctionne. Mais sinon, tu sais, c'est l'enseignement individuel de Ah ouais, moi, seul. tu sais, faire de la révision, tout ça, pratiquer les choses, ça va quand même relativement bien. Tu vois quand même bien les détails, tu peux quand même avertir, mais des fois, ils entendent mal, des fois, ça coupe, des fois, ah, j'entends pas, la connexion est lente. Mais apprendre un nouveau kata, c'est apprendre des dur, nouveaux ouais, ouais. mouvements, Ça surtout demande... en bas de 8-9 ans, Ouais, pour les tout c'est petits, tout c'est un plus défi. dur. Mais les adultes, ça va. Tu sais, t'ajustes la caméra, tu remontes les pieds, là, après ça, tu montes le haut du corps, après ça, tu montes la gauche, tu montes la droite, mais c'est plus long. Ouais. Ouais. Ben, Mais écoutez, je pense que ça fait le Pour tour. le premier Sérieusement, c'était épisode. vraiment super intéressant. On va se laisser là-dessus, puis on va vous souhaiter la meilleure reprise possible. Sérieux, on se la souhaite à tous. Là, on attend des nouvelles Oui, de notre vraiment. premier ministre, théoriquement, pour le 8 février, au moment où on se parle, donc c'est pas fait encore. On va se souhaiter des bonnes nouvelles pour bientôt. Yes. oui. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été super le fun. On s'est déjà croisés et on a déjà arbitré ensemble. Quelquefois, oui. Je sais bien. Mais au plaisir de se revoir puis de pouvoir d'échanger en vrai, de se donner une vraie poignée de Absolument. main et non pas un... Mais merci beaucoup. Merci beaucoup.